Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, vous connaissez la scène. Un acteur reçoit une récompense, une sportive monte sur un podium et les premiers remerciements vont aux parents en général, aux mères en particulier. Mais qui sont-elles, ces mamans de stars? On posera la question à Daniel Boudier, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Cette semaine, géopolitique, question du jour, on se concentre. Qui a dit? Qui tient la mer tient le commerce du monde. Qui tient le commerce tient la richesse. Qui tient la richesse tient le monde lui-même. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Marc Semo. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton. On poussera les portes de sa librairie pour des conseils de lecture toujours avisés pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Il y a Françoise, la mère de François Civil, qui s'inquiète du manque de travail de son fils à l'école. Il y a Dominique, la mère des célèbres frères Lebrun, les pongistes français les plus célèbres au monde. Il y a encore Marisa, mère de Carla Bruni et de Valeria Bruni-Tedeschi. Elles sont 24 au total, ces mamans de stars, et le journaliste Daniel Boudier leur donne la parole successivement dans un livre intitulé « Paroles de mère, elles ont élevé des stars ». Il vient de sortir ce livre aux éditions Hors Collection. Daniel Boudier, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Pourquoi vous êtes intéressé spécifiquement aux mères et pas aux pères, par exemple? C'est un père qui vous pose la question. Alors, pour une histoire personnelle, c'est que ma maman a eu 90 ans en 2023. Génial. Alors, j'avais prévu de vous poser une question sur la grande absente du livre, qui était votre propre mère, et vous commencez par là. 2023, et voilà. J'avais envie d'écrire un livre sur les mères. Et puis, il y avait aussi... C'est un livre cadeau à votre propre mère, d'une certaine façon. Oui, enfin, c'est parti de ma maman, pour ses 90 ans. Et c'est aussi, je voyais à droite à gauche des interviews de personnalités parlant de leur mère. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ces mamans. Puis il y avait aussi des images, on a tous l'image d'Antoine Dupont qui perd un match et qui va dans les tribunes et qui va voir sa mère qui pleure, qui met dans les bras de sa maman ou d'autres, ou des victoires. Enfin, il y avait Yannick Noah pour les plus vieux comme moi qui effectivement se précipite dans les bras de sa mère. Sportif, il y a aussi, alors peut-être plus aux États-Unis, des acteurs comme Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio qui vont aux Oscars avec leur maman sur le tapis rouge. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ces femmes. Comment elles avaient vécu le parcours de leur fils ou de leur fille, comment elles vivaient cette célébrité, parce que c'est pas toujours évident pour des mamans qui sont pas dans le milieu de voir leur fils ou leur fille à la une de tous les journaux, les réseaux sociaux. Oui, ou qui parfois sont dans le milieu, mais pas au même, pas au même niveau. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus. Voilà, ça me... On parle de stars, on parle essentiellement dans votre livre de deux grands domaines. Il y a les arts et le sport, hein, c'est les deux grands... champ que vous avez choisi. C'est vrai que c'est les deux domaines qui produisent le plus de sport. Ah ouais? Non, parce que j'avais envie que ce soit, qu'il y ait plus de cinéma, des acteurs, des chanteurs, des chanteuses, des écrivains, mais il y a eu beaucoup de refus du côté des mères, écrivains. Bah, faut dire, elles dégustent. Hein. Vous savez, on avait fait un bouquin là-dessus d'ailleurs, sur l'image des mères d'écrivains dans la littérature, et c'était pas brillant. Refus, donc j'ai arrêté. Et les sportifs, alors. Et il y a beaucoup de mamans de sportifs qui m'ont dit oui, parce que les autres m'avaient dit non. Alors il y a eu l'effet JO, parce que j'ai fait monter le projet l'an dernier, donc il y avait les Jeux Olympiques. Mais je crois aussi qu'elles ont plus l'habitude de parler, ces femmes. C'est-à-dire que quand il y a une victoire, et oui, les micros se c'est vrai que les journalistes ont plus tendance à aller les interviewer, soit la maman, soit le papa, la famille, tout ça, il y a toujours des reportages, voilà. Alors que c'est vrai qu'un acteur qui gagne un César, on ne va pas appeler sa maman ou... Voilà. Jeux olympiques et paralympiques, et vous donnez une place au handisport d'ailleurs. Oui, notamment Alex et Kylian Portal. Elle a un témoignage de Virginie Portal qui est très fort et très émouvant, et qu'elle aussi, parce qu'elle était, pour les Jeux paralympiques, elle était juge arbitre. C'est-à-dire qu'elle avait une position, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas applaudir quand elle voyait ses enfants performer. Et qu'elle garde le côté... Elle ne pouvait pas les applaudir, elle devait rester... Poker face. Et c'est vrai que c'était pour elle... Et il y a aussi la maman de Théo Curin aussi qui assiste, de loin, à la cérémonie des Jeux paralympiques où son fils apparaît. Si on essaye de faire la synthèse des témoignages, parce que moi j'ai cherché en vous lisant, alors à chaque fois chaque histoire est très différente, hein, mais en même temps on cherche quand on lit une espèce de portrait robot, on se dit c'est quoi, est-ce qu'il y a un profil de maman de star. Ce qui frappe quand même en particulier avec les arts, mais plus encore avec le sport, c'est qu'elles sont confrontées très tôt à une passion, à une vocation très envahissante de la part des enfants. En fait, ça raconte plus l'histoire des stars que des mamans, mais
à 3 ans, à 5 ans, c'est parti, quoi. Ben oui, c'est parce que c'est vrai qu'elles sont la plupart des mamans de sportifs, elles sont dans le milieu déjà, ou soit le frère, la sœur est déjà dedans. Donc c'est vrai que elles prennent le truc au sérieux. Ouais. Mais même il y a une pardon, la mère de Pauline Ferrand-Prévot, elle a vécu dans le milieu du vélo, toute la famille. Elle voulait pas que Pauline fasse du vélo. Elle voulait qu'elle soit danseuse, ou fasse du patinage, voilà, quelque chose de différent. Et ça lui a pas plu. Elle est revenue au vélo et voilà. Si on essaye quand même de rester sur cet témoignage, c'est que dans les traits communs, et ça c'est peut-être un conseil qui vaut d'ailleurs pour tous les parents, ces mamans, elles prennent les vocations de leurs enfants au sérieux. Elles les accompagnent. Oui. Même si elles sont inquiètes, on va y revenir après, même si elles doutent, même si elles savent que... Elles sont toujours là. Même si elles n'ont pas de repères. Alors, je ne peux pas faire une étude, voilà, j'en ai eu quelques mamans, mais c'est vrai à 24, ça devient sérieux comme enquête. Elles ont suivi, elles ont conseillé, et puis elles ont fait ce qu'on... Alors ça va de la maman... qui assiste à tous les entraînements, les mamans des sportifs ou d'autres, la maman de François Civil qui la suit sur les journaux. François Civil a démarré très jeune, et donc voilà, elles sont toujours là, elles les aident, les conseillent. François Civil, alors avec un élève, et c'est pas le seul, un enfant qui comme élève un rapport un peu compliqué avec l'école. Et elle a quand même un petit côté, et beaucoup de ces parents-là ont un petit côté passe ton bac d'abord. Oui, surtout les parents de François Civil qui sont enseignants, qui sont universitaires. Françoise Moulin-Civil, elle a même présidé l'université. Oui, universitaire, là. Et c'est vrai que c'était pour eux difficile. Je crois qu'il a triplé sa seconde. C'était compliqué. Après, c'était pas évident aussi, parce qu'il tournait aussi. Il était... Il allait au lycée, au collège-lycée, puis il tournait aussi des films, des petits rôles. L'année de son bac, il a tourné un film, quoi. C'était pas évident non plus. Dans celles qui n'aimaient pas l'école, il y en a une, c'est très spectaculaire, qui se planque carrément dans le placard pour pas y aller. C'est Léa Seydoux. Léa Seydoux, ouais. Elle n'a pas du tout aimé. Grande bataille pour sa mère. Et puis Alex Lutz. Oui. Et alors là, c'est compliqué, parce qu'elle fait quoi, sa maman? Elle est prof d'allemand. Et le jeune Alex Alors Alex, lui, il est plutôt dans les arts, il a envie de faire du dessin, il a envie de faire du théâtre, tout ça. Et les enseignants, ses professeurs, lui conseillent, c'est quoi ces métiers, quoi, c'est pas un métier, quoi. Et voilà, alors que sa maman, elle avait envie de l'aider, de le conseiller. Il fait du théâtre, ils sont de Strasbourg, donc il fait du théâtre à Strasbourg. C'est pas le pire endroit pour faire du théâtre, parce qu'il y a, y compris l'école du TNS, une belle structure. Et les enseignants l'aident pas, ils disent c'est un métier de saltimbanque, voilà. Et sa maman, elle s'est toujours battue, mais pendant son enfance, pour qu'il y arrive, il fasse des choses artistiques, parce qu'elle savait qu'il n'était pas comme les autres, pas comme les... Elle le sentait depuis qu'il était petit, de toute façon, il aimait se déguiser, il y avait un parcours comme les autres élèves. Donc elle a vraiment aidé, et c'est vrai que ça n'a pas été évident pour elle, quoi. Elle s'est battue, elle dit souvent « mon fils, ma bataille ». Elle s'est vraiment battue pour... Elle est assez critique sur le milieu de l'éducation, mais ce qui est un peu surprenant, elle est prof d'allemand, elle a vécu... Alors elle connaît bien ce milieu, mais c'est vrai qu'elle est... Dont elle dit que... Elle dit qu'ils n'aident pas, ils n'aident pas vraiment les élèves qui veulent faire... Ils ne sont pas très accompagnants, en fait. Ouais. Parfois, les enfants obéissent à leur maman, ça arrive. C'est le cas de François Gabard, qui fait même une école. Alors, non seulement il fait le bac, mais il fait une école d'ingénieur. Ceci étant, il n'a pas eu à le regretter, parce qu'aujourd'hui, les meilleurs skippers, et on le voit, on l'a vu au Vendée Globe, les deux premiers, etc., sont architectes navals. Gabard est ingénieur, parce qu'en fait, c'est un sport mécanique, et on se rend bien compte que celles et ceux, parmi les skippers, qui sont capables de discuter avec toute la partie technique du bateau, ça se passe mieux. Donc, en fait, finalement, ce n'est pas un mauvais conseil, forcément, que donnent les mamans. Oui. Puis elle aussi, alors la famille Gabard, elle a donné goût à la mère, parce que pendant un an, elle a 2 filles et François Gabard, donc 3 enfants, et avec son mari, ils avaient l'idée de partir pendant un an sur un bateau. Donc il avait, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Oui, c'est quoi ça, 6-7 ans, je crois. Et donc ça leur a donné, elle a donné le goût de la mer, du bateau à ses enfants. Alors moi j'avais trouvé ça comme premier trait récurrent, des mamans qui aiment leur enfant. Ça a l'air idiot dit comme ça, mais c'est pas juste un amour, j'allais dire de principe, c'est un amour d'accompagnement, de je t'écoute, de tu as une passion très jeune, je t'accompagne. Moi j'en ai quand même trouvé un deuxième, c'est que la plupart, et d'ailleurs vous l'avez mentionné quand vous parliez des raisons de faire votre livre, la plupart elles restent très présentes, même quand leur enfant est devenu adulte.
Ah oui, elles sont toujours présentes. Voilà. Oui, toujours. Et même, alors, ce qui est aussi, elles sont très présentes. Et puis, alors ça va des moments un peu plus discrets, le moment de Léa Seydoux, c'est vrai qu'elle va voir sa fille, elle assiste des fois un petit peu au tournage, mais très peu. Et il y a aussi des mamans, comme la maman de Philippe Lachaud. Les parents de Philippe Lachaud participent au tournage des films. Et on les retrouve. Et ils sont figurants. Alors, ils n'ont pas le premier rôle, mais ils font la figuration. Et là, ils ont fait un film, le dernier film qui va sortir en février 2026. Ils ont assisté à tout le tournage, quoi. Et il y a ceux qui font des chansons avec leur maman à l'intérieur. Il y a Clara Luciani, etc. Maman, voilà. Donc, c'est quand même des grands hommages, plein de déclarations. Aussi. C'est à lui que je pensais, en fait. Oui, pardon. Daniel Boudier, merci beaucoup, auteur de Paroles de mer, Elles ont élevé des stars, c'est aux éditions hors collection. On continue notre décryptage, notre panorama, notre portrait robot, mais on le fait juste après l'anti-sèche. Vous connaissez, vous, l'auteur de cette citation sur les mers, la puissance? Moi, je ne connaissais pas. On va demander à Marc Sémo, l'anti-sèche. Notre dernier rendez-vous de la semaine avec Marc Sémo qui nous accompagne depuis le début de la semaine pour tester notre culture générale et enrichir notre culture générale en matière de géopolitique à l'occasion de la parution de la géopolitique Comprendre le monde de demain en 100 questions, ouvrage qui vient de sortir chez Talendier. Marc Sémo, bonjour. Bonjour. Un rubrique qui s'appelle l'anti-sèche. Vous êtes venu vous-même avec votre anti-sèche. Oui, c'est prudent. De se rappeler de tout. Vous êtes, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas déjà, journaliste spécialisé dans les questions internationales. Vous avez longtemps travaillé à Libération, au Monde, et vous êtes aujourd'hui éditorialiste pour Challenge et collaborateur de France Culture. Alors, qui tient la mer? Tient le commerce du monde. Qui tient le commerce? Tient la richesse. Qui tient la richesse? Tient le monde lui-même. Qui est l'auteur de cette Walter Raleigh, qui était un grand marin, et à l'époque d'Élisabeth, c'était Élisabeth au XVIIe siècle. On est au XVIIe siècle, ça fait quand même très longtemps. Voilà. Mais depuis, c'est encore pire. Parce que si l'on regarde les choses, la mondialisation dont tout le monde parle, a raison, la mondialisation, c'est d'abord une maritimisation. Vous me pardonnez le néologisme. La maritimisation, c'est quoi? C'est d'abord le 90% du commerce mondial passe par la mer. Il y a 250 millions de conteneurs qui, bon an, mal an, sont transportés sur toutes les mers du globe. Ce qui est une révolution récente, parce que j'ai appris en vous lisant que c'est 1956. Oui, le conteneur, ce qui permet d'éviter les ruptures de charge. Ce qui a encore accéléré la chose. Mais surtout, il y a aussi les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, il y en a, je crois, 1,3 million de kilomètres. C'est immense. Qui suivent d'ailleurs les principales voies maritimes. Et 98% du trafic Internet, trafic des données passe par ces câbles. C'est-à-dire ce qu'on considère comme très immatériel, le cloud, etc. En réalité, c'est extrêmement matériel. Ça passe sous l'eau, ça peut être coupé. C'est une des menaces. On l'a encore vu récemment. On voit en Baltique avec ce que pourraient faire les Russes. Et voilà, donc c'est une maritimisation. Alors, ce qui a des implications très concrètes. Alors, maritimisation qui s'est accélérée, qui s'est accrue aujourd'hui, mais vous le rappelez dans le livre, dans l'histoire, chaque phase de la mondialisation, au fond, s'est fondée sur une innovation maritime. C'est ça aujourd'hui, en fait. Et là, ça a été le container. Voilà. Mais avant, il y a eu la caravelle, il y a eu... Absolument. Mais à chaque fois, il y a une innovation technique, quand même. Le problème, alors les mers, on en parle maintenant avec le sommet des océans qui s'est tenu la semaine dernière les mers, d'abord, ce qu'on oublie, c'est que l'océan est un. C'est-à-dire, finalement, à part de très rares mers, type la Caspienne, qui sont totalement fermées, les autres, même celles qui sont relativement fermées, type la Méditerranée, il y a juste le détroit de Gibraltar, sont toutes en contact les unes avec les autres. En même temps, ça rend les petits passages, type Gibraltar, Hormuz ou d'autres, les isthmes, les détroits, d'une importance stratégique. Exactement. Le contrôle de la mer, ce n'est pas le contrôle de la haute mer, même si maintenant on discute justement, il y a eu ce traité de la haute mer qui doit maintenant être ratifié pour ses ressources, qui est fondamental pour la répartition des ressources, etc., et surtout leur préservation. Mais fondamentalement, la mer, c'est le contrôle des terres, c'est le contrôle des isthmes, c'est le contrôle des détroits, c'est le contrôle des côtes. Ça a été la grande force du Royaume-Uni, et c'est aujourd'hui celle des États-Unis. Et on voit que les points où se focalisent les tensions mondiales, c'est quoi ? Aujourd'hui, on le voit avec les frappes israéliennes sur l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz, par où transite quand même une grande partie des produits pétroliers. C'est le détroit de Malacca, en Extrême-Orient, en Indo-Pacifique, où passe là aussi 20% du commerce mondial. Et le contrôle de ces détroits est aujourd'hui un des plus grands enjeux géostratégiques. Il faut se figurer, parce que Malacca, c'est à peine 30 km de large, c'est 20% du trafic global. Et comme dit un amiral français, c'est à peu près la cadence des bateaux, c'est celle du métro aux heures de pointe. Oui, c'est ça. J'ai appris un autre mot que maritimisation en vous lisant, c'est le conflit tellurocratie contre thalassocratie. Alors thalassocratie, je dis, c'est les gens qui pensent que le pouvoir vient de la maîtrise des mers, et telluro, j'imagine que c'est tellurique, c'est la terre.
Voilà. C'est un petit peu, voilà. En fait, vous dites que c'est pas forcément la meilleure façon de penser la géopolitique. Non, mais ça reste intéressant. Alors, bon, d'abord, c'est très chic parce que ça fait référence à l'Antiquité grecque, à la guerre du Péloponnèse, Athènes contre Sparte. Donc, Athènes, c'est la quintessence même de la République maritime ouverte qui crée des colonies partout. Et Sparte, c'est la puissance terrienne, militaire, ordonnée, extrêmement rigide, etc. C'est Sparte qui a gagné la guerre, d'ailleurs, du Péloponnèse. Mais voilà, donc on retrouve, mutatis mutandis, ça, tout au long de l'histoire. On le voit maintenant, avec d'un côté les États-Unis, qui sont particulièrement attachés à la liberté des mers, liberté de circulation. Et là-dessus, ils défient. Ils sont même prêts à frapper fort loin pour éviter de la piraterie, pour éviter des actes terroristes. Voilà. Et la Chine, donc, et la Russie, sont devenus tardivement des puissances maritimes, mais ce n'est pas vraiment ça. Quand même, la base de leur puissance reste le territoire et le sol. Marc Semo, merci beaucoup de nous avoir accompagnés toute cette semaine dans la quotidienne de School TV, d'avoir enrichi notre culture générale en matière de géopolitique. Vous devez aller beaucoup plus loin. Eh bien, vous vous procurez et vous lisez La géopolitique, comprendre le monde de demain en 100 questions. Regardez, je vous le feuillette juste. Regardez. C'est pas si long que ça pour 100 questions. Donc, et puis, c'est écrit de manière vivante. J'allais le dire moi. Ça aurait été plus beau dit par moi, Marc. Je le confirme, en tout cas. Voilà, les chapitres sont pas très longs et donc ça se lit de manière extrêmement agréable, extrêmement vivante et évidemment extrêmement documenté. Grand oral, la suite. Et l'on retrouve Daniel Boudier, journaliste, auteur de Paroles de mer, Elles ont élevé des stars. Témoignages des mères de, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a 24, mais on a Carla Bruni et Valéria Bruni-Tedeschi, François Civil, Camille Combal, Théo Curin, les frères Lebrun, Clara Luciani, Alex Lutz, etc. Dans les lignes de partage, quand même, qu'on trouve, il y a là pour le coup la famille des artistes, la famille des sportifs. Les milieux sociaux des premiers sont assez diversifiés. Pour les seconds, la pratique sportive, elle est quand même très ancrée dans la famille, au moins dans l'amateurisme, parfois dans le professionnalisme. On sait quand même qu'il y a des métiers, si on ne connaît pas l'itinéraire et si on ne sait pas, ce serait vrai sans doute de la danse, notamment classique, ce serait vrai de la musique. Si on ne sait pas que dès l'âge de 6-7 ans, il faut y passer plus... Ouais, ça marche moins bien quand même. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup des moments de sportifs où elles ont donné goût très jeune. Alors soit c'est des mamans, des profs de sport, comme la mère de Kevin Meyer, qui est prof, elle donne l'envie. Mais Kevin Meyer, au début, il faisait tous les sports. Oui, le décathlonien. Ceci dit, maintenant aussi. Il a décidé, c'est vers l'âge de faire vraiment athlétisme, c'est pas lui, je crois que c'est un entraîneur qui lui dit t'es bon partout. Ou un de ses amis qui lui a conseillé, il doit avoir 13-14 ans. Elle le sauve un peu aussi, cette maman qui est prof d'éducation physique et sportive, parce qu'à un moment donné, il fait des compètes, la fédération dit il faut que tu prennes des cours de musculation, ou je sais pas quoi, si c'est la fédération ou son entraîneur. Elle dit vous rigolez, ok, c'est une crevette, mais il n'a pas fini sa croissance, on va attendre. Heureusement qu'elle est là. Bah oui, tout à fait. Il y a plusieurs moments comme ça qui sont là vraiment, parce qu'elles connaissent ce milieu, elles ne se laissent pas faire, quoi. Enfin, elles donnent leur avis, elles sont très importantes, leur avis. C'est pas le sujet de votre livre, mais ici ou là, et pour le coup, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler, on se dit quand même qu'on vit dans un pays où les services publics fonctionnent. Parce que la plupart de ces enfants de stars, ils ont débuté via des ateliers proposés dans des écoles, des conservatoires, des clubs près de chez eux. On se rend compte qu'on a quand même la chance en France d'avoir tout ça, non? Ça vous a pas frappé? Ah si, notamment la mère pour François Civil, quoi. Les ateliers bleus de la mairie de Paris, bien connus des parents d'élèves parisiens. Et là, il fait une pièce fin d'année, des choses, et puis il y a une maman qui travaille dans le cinéma, qui est directrice de casting, qui le repère, et qui là, il cherche un rôle pour jouer dans un film qui s'appelle Le Cactus, il y a quelques années, pour jouer le fils de Clovis Cornillac. Et elle voulait que ce soit lui. Donc sa carrière a commencé des parents un peu inquiets, parce qu'ils ne savent pas ce milieu-là, donc il a été pris pour le film, et après il a fait d'autres films, il a fait des castings. Maman drôlement fière quand même, parce que moi, pour être journaliste spécialisé dans les questions d'éducation, je la suivais en tant que présidente d'université. Et puis à un moment donné, on nous voit sur ses fils professionnels commencer à passer des photos de Françoise. Il a eu un rôle, un truc, un machin. On se dit quand même là, maman contente. Elle était contente. Super fière. Oui, fière. Et ce qui m'a vraiment plu, elle m'a dit, c'est que la première fois qu'elle voit ça, quand son fils lui parle de ses projets, de scénarios de films, tout ça, elle lui demande à chaque fois, est-ce qu'il y a une maman qui va jouer dans ton film et quelle est l'actrice qui joue le rôle? Ouais, c'est qui ça, moi ça la travaille à chaque fois. Ça la travaille à chaque fois parce qu'elle n'a pas envie que ça soit...
Elle veut pouvoir se reconnaître. Oui. C'est humain. Arrêtons-nous un instant sur le handisport. On sait à quel point c'est difficile d'élever un enfant en situation de handicap en général. Là, on ajoute à ces difficultés les exigences du sport de haut niveau. Ce sont des mères qui se dévouent extraordinairement à leurs enfants. Ah oui. Bah oui. La maman de Virginie Portal, elle se bat, et notamment dans l'éducation, parce que donc évidemment un système adapté. Et c'est vrai que c'est jamais évident. Elle s'est battue, elle se bat encore, même si c'est un peu plus simple maintenant. Mais et aucune d'entre elles ne vous parle en termes de sacrifice. Aucune d'entre elles ne vous parle en termes de. Elles sont sacrifiées. Enfin, elles le disent pas vraiment. Mais enfin, elles le disent pas, voilà. Mais la maman de Théo Curin, elle a arrêté de travailler quand son fils était malade, elle a arrêté de travailler pour s'occuper vraiment de son fils, quoi. Il y a aussi elle ne voyait pas, elle me dit, je ne me voyais pas travailler, quoi. Ben, c'était pas tenable. Il y a aussi de belles histoires de transmission familiale dans lesquelles les enfants réalisent des rêves de leur mère, voire réalisent des choses que leur mère n'a même pas osé rêver. Et là, je pense toujours à Françoise Civil, dont on apprend quand même en vous lisant qu'elle a fait beaucoup de théâtre, qu'elle était dans une troupe amateur à la Cité internationale. Donc il y a quand même un petit côté... Voilà, de transmission. Et de. Oui. Puis transmission d'un rêve. De rêve, et puis de voir des rêves qui se réalisent, leurs rêves, voilà, le fils. En creux, votre livre, il dresse aussi le profil type d'une future star, et pas seulement d'une future ou d'une actuelle maman de star. Souvent, cette future star du sport, en tout cas, ou des arts, c'est un enfant qui est habité, voire dévoré par une passion. Et de fait, très souvent, c'est aussi des enfants qui bossent énormément. C'est pas juste j'ai du talent, quoi. C'est des enfants qui, très très petits, sont capables de se concentrer des heures et des heures sur une activité. Ah oui, tout à fait. Et ils sont vraiment axés sur ces activités, quoi. Ils n'ont pas fait autre chose, quoi. Enfin, ils étaient vraiment beaucoup de travail, et puis avec des rencontres aussi, des gens qui les ont fait progresser. C'est toujours important, hein, les rencontres. Et la question de la volonté aussi. Alors Clara Luciani, elle veut jouer de la guitare, elle a 9 ans. Oui, elle joue de la guitare. Et elle va dans un vide-grenier, elle vend tous ses jouets. Elle vend tous ses jouets, la guitare, et elle rencontre, je sais pas, elle a 18 ans, 19 ans, et elle dit à ses parents... je monte à la capitale. Je quitte le sud, je monte à la capitale, je me débrouille, vous inquiétez pas. Et... Parents un peu inquiets, disent on n'a pas les moyens de t'aider. Elle dit vous en faites pas, je me débrouille. C'est vrai que ça les surprend aussi, parce que ils ont un peu peur, parce que ils connaissent pas ce milieu. Paris, ça fait toujours un petit peu peur aussi, hein, pour des parents qui ne connaissent pas trop. Et c'est une inquiétude, mais ils l'ont laissé faire. Et c'est ça que j'ai vu. Enfin, les mamans que j'ai rencontrées, elles ont laissé faire, même si elles étaient inquiètes. Elles n'ont pas dit. Elles font confiance. Tout ça fonctionne avec la confiance, quand même. C'est une grande déclaration de confiance depuis qu'ils sont tout petits, en fait. Oui. Il y a des mères de stars au singulier, des mères de stars au pluriel aussi. Parfois, 2 enfants stars dans la famille. Alors, ça se voit pas mal dans le sport, mais pas que, parce que Marisa Bruni, la mère de Carla Bruni et de Valérie Bruni. Avec des filles qui ont des parcours totalement différents. Totalement différents, mais qui finissent dans des domaines connexes. Oui, et Carla Bruni, Marisa Bruni, elle parle de quand sa maman était la première dame de France, qu'elle était mannequin, tout ça. Et Valérie Bruni-Tedeschi, qui est actrice et réalisatrice, qui a fait tourner sa maman, notamment dans plusieurs films, et qui a joué aussi au théâtre avec elle. Ce qui est quand même... étonnant, qui est très bouleversant et très fort. Elle a fait notamment un film qui s'appelle Un château en Italie, qui est un très beau film, donc Valérie Bruni-Tedeschi est réalisatrice, et elle a fait jouer le rôle de sa maman, et c'est la triste histoire du fils, du frère, du fils de Marisa Bruni, qui est mort du sida, et c'est cette histoire, et donc elle jouait la mère de ce fils, et c'était pour elle très compliqué. Forcément compliqué et bouleversant. Compliqué, mais elle dit à chaque fois, elle me dit, j'aurais pas voulu voir une autre actrice jouer ce rôle. Daniel Bouillet, le vrai rôle de leur vie, c'est quand même celui de mère, tout court, de mère de star, parce que ces enfants sont devenus des stars. Il y a plein d'autres sujets dans votre bouquin, il n'y a qu'à le lire, c'est ça qu'il faut faire, notamment sur les fratries, les Karabatic, notamment les Ntamak aussi. Un mini-mot, quand vous avez dit que vous vouliez être journaliste à votre mère, elle vous a dit quoi ? Moi je voulais faire d'autres métiers. Donc. Alors, vous vouliez faire quoi ? Je voulais faire du cinéma, moi. D'accord. Et faire des scénarios de films. Bon, ça vous pouvez encore. Oui. Bon. Mais non, mais voilà. Après, je lisais beaucoup de journaux, je regardais la télé, les journaux de télé. Ça crée des liens. Voilà.
En tout cas, vous lui avez fait un joli cadeau à votre maman, et pas seulement, et à toutes les mères en général, parce que c'est un super hommage. Paroles de mère, elles ont élevé des stars, c'est aux éditions hors collection, ça vient de sortir, c'est signé Daniel Boutier. Vous restez avec nous, Daniel, on va pousser les portes d'une librairie qui vend des livres pour les enfants et les adolescents, et on retrouve comme chaque semaine Célie Luton, la librairie. Et comme tous les vendredis, on a donc le plaisir de vous retrouver. Célie Luton. Célie, bonjour. 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 Boubou. Enchantée. Célie. Non, mais alors au-delà de la blague, parce qu'évidemment, ils s'en font. Sélection d'ouvrages plutôt autour de la bande dessinée, puisque c'est un peu le mois de la BD. Oui, c'est ça. On vient de terminer le festival de BD de Lyon. Extraordinaire. Voilà. Et 3 propositions de bande dessinée. La première, c'est chez Actes Sud Jeunesse, et ça s'appelle Quand Boubou sera grand. Et quand il a vu le bouquin sur ma table, Daniel Boutier a dit « Ah, mais Boubou, c'est moi ». C'était mon surnom, il y a quelques années. Regardez le regard de Boubou. Oui, il est sympa, franchement. Cool, Boubou. Alors, Boubou, il va chez Tante Lucette. Je ne sais pas si vous aviez une Tante Lucette. En tout cas, Boubou arrive. Tante Lucette est ravie de le retrouver. Et elle lui dit « Mais mon Boubou, que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Et elle n'attend pas la réponse. Elle a plein de suggestions. Elle veut deviner. Tu veux être... Allez, acteur. Non, non, non. Tu veux être chien de cirque. Non, 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 non. Est-ce que tu veux être, je sais pas, chien de garde, chien de l'avalanche? Et Boubou, non, il a une idée beaucoup plus flegmatique et adorable. Qu'on donne pas. Bah, moi, j'aime bien le dire quand même. Ah. Si, quand même. Il veut être comme Tante Lucette, un chien de canapé. Ah, chien de canapé, c'est écrit là. Il veut pas faire tous les autres métiers. Bon, c'est le premier livre sur l'orientation. Eh ben, c'est pas mal quand même. Finalement. Il est jamais trop tôt, c'est mignon. Voilà, et tout le monde peut pas devenir parent de Boubou Star. Donc vous ne pourrez pas interviewer Tante Lucette dans votre prochain bouquin. C'est Walter Glassow, c'est chez Actes Sud Jeunesse, c'est pour les petits là. Alors ça justement c'est un album en bulles, oui on lit dans les bulles ce mois-ci, mais ça reste un album, c'est pas une bande dessinée et c'est à partir de 3 ans. Formidable. Léna et Léo, on n'est plus avec un chien, on est avec un chat apparemment. Oui. Des vacances au poil, c'est aux arènes. Alors ça c'est mon coup de cœur, première bande dessinée de l'été pour les petits, Léna et Léo. Léna elle a un super petit chat, mais bon, lui pour les vacances il aimerait bien rester à la maison, sur son canapé, tranquillement installé. Et notre petite Léna, elle a d'autres projets, on va aller se cultiver, on va aller à la plage, on va aller en Italie. Oh Léo il suit, il y a même une petite souris qui les accompagne, c'est adorable. Super. Et alors pourquoi il y a une différence? C'est pour quel âge d'ailleurs? Alors ça, moi j'irais en première bande dessinée à partir de 6 ans. D'accord. Alors oui. Moi je montre les deux. Regardez. Hop, c'est assez grand. Ouais, voilà. Donc pourquoi ça, c'est un album et ça, c'est une BD? Parce qu'il y a à droite, vous avez beaucoup de cases avec plus de texte et une interaction qui est différente. Entre le texte et l'image. Voilà. Donc, et là, c'est plus basique. Là, c'est facile parce que si vous le lisez à un enfant, il n'y a pas de problème de compréhension avec l'image. Super. Et donc ça, il faut être un peu plus enfant. Sinon, vous allez rigoler, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi et vous allez finir par vous énerver. Il faut être un peu plus grand pour comprendre ça. Ça, c'est mon petit conseil aux parents parce qu'on mélange un petit peu tout parfois. De Dodo et de Lium Sei chez Yam Yam, collection des éditions Milan. This Must Be Love. This Must Be Tome 1. Et il y en aura 3. Oh là là, oh là là. Alors ça, c'est une histoire d'amour. Ah bon? Avec ce titre, je me disais, non, ça doit parler d'autre chose. Voilà, moi, j'enfonce une porte ouverte. This Must Be Love, amoureux de musique et de romance. C'est pour vous, c'est un manhwa. On en a déjà parlé. Un manhwa, c'est un manga coréen, donc il est plus grand, en quadrille, c'est-à-dire en couleur, et il se lit dans le sens occidental. Habituel. Ouais, c'est ça. Voilà. J'étais surpris, j'ai voulu le prendre à la fin pour le feuilleter, mais non, ça se lit dans le bon sens. Ah non, parce que sinon je me serais encore emmêlé les pinceaux, ça n'aurait pas fonctionné. Et je n'aurais pas découvert l'histoire de Ban Hana, c'est l'histoire d'une jeune femme célèbre, une chanteuse, qui reçoit de la part d'un fan un magnétophone. Et ce magnétophone, là-bas, l'a amené très loin, pas si loin, en 1987. Et elle découvre que ce magnétophone appartient à un regretté chanteur. Et elle va essayer de le sauver de son sort funeste. Et peut-être qu'ils vont tomber amoureux. Peut-être. Peut-être. Parce que peut-être que This Must Be Love, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Et oui, mais là, le tome 3 sort, je suis en cours. Attention. Ah ouais, c'est pas gagné encore. Addictif. This Must Be Love, c'est aux éditions Milan. Là, on est sur 13-14 en termes d'âge. Alors, à partir du collège, vous pouvez le lire. Donc 11 ans, 11-12. Aucun problème. C'est une romance à la coréenne. Hein. C'est bon. Ça veut dire que c'est... C'est soft. Soft. Léna et Léo, des vacances au poil, c'est aux arènes, c'est de Joël Passeron, c'est extrêmement beau et tendre, tout comme quand Boubou sera grand. Il est très bien. Et voilà. Il est très bien.
premier livre d'orientation. Célie, merci beaucoup. Avec plaisir. De nous avoir éclairés dans cette émission. Et comme chaque semaine, Daniel Boudier, merci beaucoup. Merci. Parole de mer, je le rappelle, vient de sortir aux éditions Hors Collection. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui, avec au son Thibaut Goury-Lafont et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.